Qu'est-ce que c'est cet engouement qu'on a pour la barrique et qu'est-ce que le bois apporte à la bière? C'est la question qu'on va couvrir aujourd'hui, parmi plusieurs d'autres, avec notre ami Samy Missaoui de la brasserie Gallicus. Comment ça va, Samy? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ça faisait un petit bout de temps là, qu'on vous laisse parler. Absolument, on y arrive enfin. Oui, on y arrive et on est bien entouré. On est live de ton chez-toi, devant tes 56 000 barils, dont même certains barils de gin dont j'ai bien hâte de parler. Oui, et qu'on déguste présentement. Ouais. Ben justement, commençons avec la première bière qu'on a devant nous. Qu'est-ce que tu me fais goûter? C'est une Pilsner allemande qui a été élevée pendant 4 semaines en fût de gin de la distillerie du Saint-Laurent. Donc c'est un petit passage éclair, juste donner un petit extra d'arôme et puis de complexité à la bière. Donc ça apporte un petit côté très floral, vraiment intéressant. Puis ce que j'aime, c'est la première fois qu'on travaille à la distillerie du Saint-Laurent. J'aime beaucoup leur approche, c'est-à-dire que dans leur bouquet d'aromates traditionnels que tu as dans le gin, c'est donc t'as tes épices classiques, le genièvre qui domine plus que tout généralement. Ouais, ça c'est absolument nécessaire. Là. Il te faut ton genévrier, sinon c'est pas du gin. C'est ça. Puis eux l'ont balancé avec du kombu, qui est en fait une algue qu'ils vont chercher directement dans le Saint-Laurent, qu'ils vont faire sécher, puis qu'ils ajoutent comme aromate supplémentaire. Une algue? Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant, parce que je trouve que ça donne un côté très terroir. Puis en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que ça te permet de développer à rebond aussi ce côté terroir québécois et puis de faire des produits qui sont vraiment très, très typés. Donc on est vraiment très, très content du résultat. Et puis moi, ce que je remarque, c'est que c'est aussi très pétillant. Il y a quelque chose qui te reste dans la bouche, qui te donne vraiment envie de continuer à boire. Je ne sais pas c'est quoi le mot, j'arrête pas de l'oublier, mais c'est pétillant, c'est bon. Oui, exactement. Puis là, tout de suite, on est tombé dans la barrique. On s'est mis à parler du baril de gin. Oui. Donc, une petite sieste d'à peu près 1 mois pour ajouter bien du goût. Oui. Mais retombons un peu dans les bases. Je sais qu'au Québec, en ce moment, on expérimente pas mal avec la barrique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train littéralement de se plonger dans le baril. Toi, tu es tombé dedans il y a plusieurs années. Explique-nous un peu d'où vient cet intérêt pour la barrique. Je pense que c'est probablement des bières et des brasseries aussi que j'ai dégustées, que j'aimais découvrir et qui m'ont amené aussi tranquillement pas vite vers l'envie d'avoir ma propre brasserie. Notamment des brasseries comme les Trois Mousquetaires ou Dunham. Donc là, on repartait au début des années 2010, plus ou moins. Là. Puis c'est ce que j'aime beaucoup aussi à la barrique, c'est que c'est quelque chose où tu as un contrôle, mais qui n'est pas total sur le produit fini. C'est-à-dire que tu joues quand même avec les éléments. Tu as une partie du contrôle. Donc, nous, on fait des fermentations d'abord dans des fermenteurs en inox. Donc, la levure va travailler comme n'importe quelle bière. Et ensuite, une fois que la partie de la fermentation active est terminée, on va transférer cette bière dans des barriques. Puis, on va la laisser affiner dans des durées qui vont varier entre 4 mois et 2 ans ou plus. Et puis, qu'est-ce qui va déterminer la durée? Est-ce que ça dépend d'une combinaison du bois et du profil recherché? Oui, puis du type de bière aussi. En fait, je pense qu'on pourra le scinder en 2 grosses familles. Il va y avoir les bières de fermentation mixte. Donc, ce sont des bières où il va y avoir des Saccharomyces, donc en fait de la levure classique qui permet d'obtenir, par fermentation des sucres, d'obtenir une bière alcoolisée. Et ensuite, il va y avoir des bactéries lactiques, des levures dites sauvages, donc des Brettanomyces, qui ont des rythmes de travail qui sont beaucoup plus lents. Et c'est eux, en fait, qui vont travailler pendant toute cette période-là, à faire de la micro-fermentation, à développer une acidité, à développer vraiment une empreinte aromatique très typée. Donc, les durées les plus longues, c'est généralement ce type de bière-là. L'autre catégorie, ça va être des bières où on va aller chercher, un petit peu comme c'est la Pilsner qu'on boit à l'heure actuelle, on va chercher à aller aromatiser, à aller chercher une empreinte de la barrique et également du spiritueux qui a été contenu avant. Typiquement, on peut penser aux stouts impériaux vieillis en fût de bourbon ou de whisky. Donc typiquement, tu vas faire un passage qui peut durer de 3 à 6 mois. Tu peux le laisser plus longtemps, mais déjà entre 3 et 6 mois pour une barrique fraîche, tu obtiens un très très bon résultat.
Quand tu dis barrique fraîche, est-ce que c'est une barrique? C'est du fraîchement vidé, en fait. Ah, Donc, OK, tout frais. Le tout frais, ça, oui, ça a été ouais, lavé ouais. présumablement, mais... Pas nécessairement. Ah non? Elle va être juste vidée OK. et puis ils s'en départissent. Alors certaines grosses distilleries aux États-Unis comme Jack Daniels par exemple vont eux les laver parce qu'en fait là on part dans de la distillation, mais si tu veux généralement quand tu vas acheter un whisky ou un bourbon il sera aux alentours de 40%. Tu sais, ça peut varier un petit peu, mais c'est pas mal le chiffre autour duquel ça tourne. Mais quand ils vont le distiller, le distillat, le whisky qui sort de l'alambic, lui, il va être beaucoup plus haut. Il peut être à 70-80%. Ouais. Donc, une fois que la période de maturation est terminée pour ces spiritueux-là, ils vont les sortir de barrique, mais il faut quand même le ramener à 40% d'alcool. Donc, ils vont utiliser une eau distillée. Et puis ce que font de grosses brasseries de grosses distilleries comme Jack Daniels, ils vont mettre l'eau distillée dans les barriques pour les rincer, pour aller chercher un petit peu plus d'arôme, et puis le whisky continuera à suinter un petit peu des douelles, donc du bois. Et donc, je suis en train d'imaginer ça, là, c'est très graphique dans ma tête, oui, le whisky qui suinte. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ta barrique, quand tu vas la remplir, tu sais, le bois, c'est poreux, puis c'est vivant. Ouais. Donc 200 litres de spiritueux ou même de bière, ça va pousser sur le bois, donc ça va rentrer dans les pores du bois. Et c'est ça qui donne le goût que toi, tu vas récupérer. L'échange aromatique, exactement. Mais une fois que tu vas le vider très rapidement, la pression, il n'y a plus cette pression de 200 kilos dans la barrique. Donc, tu as une partie qui était bloquée dans le bois, qui ne va plus être sous pression et qui va se remettre à suinter. Donc, ça nous arrive, lorsqu'on reçoit des barriques fraîchement vidées, quand on les ouvre, on se retrouve avec 1 litre à peu près de spiritueux encore au fond de la barrique. Donc ça, c'est pas parce qu'ils l'ont oublié, ils l'ont mal vidé, c'est juste que le temps du transport, c'est le principe d'osmose en fait. Lorsqu'il y a plus cette pression-là, elle ressort tranquillement. Ouais. C'est ça. Dans des distilleries comme mais vous jetez ça, j'imagine que tu peux pas l'utiliser. Tu peux, mais en fait, on l'utilise, on va directement mettre de la bière dessus, tu sais, mais ça contribue très très peu quand même. Tu sais, c'est 1 litre sur 200 litres de bière. Ouais. Si tu prends une pinte de stout et puis tu mets ce ratio-là, ça serait quoi, 3-4 gouttes de spiritueux, ça va pas te faire une bière aromatisée au bourbon. Tu sais, donc, mais pareil, quand on dit que ça fait une différence de mettre ça dans une barrique, oui, exactement. C'est différent de 2-3 molécules de bactéries coincées dans le bois. Non, oui, exactement. 1,5 litre ou 2 de whisky qui est encore dedans. Mais est-ce que des fois, tu reçois des barriques qui sont tout simplement contaminées? En fait, c'est ça la question. Comment est-ce que tu gères la barrique? Parce que nécessairement, tu as une contamination dans la barrique et ça donne que c'est une contamination que tu connais à la Brettanomyces. En fait, non. Non? En fait, non, justement, et encore plus avec un spiritueux, justement, si on repart sur le fait que tu avais un spiritueux qui était de l'alcool, grosso modo, à 70%, c'est avec ça que tu te désinfectes quand tu as une coupure. Donc, c'est quand même très, très rare d'avoir un contaminant dans une barrique de spiritueux. Pour une barrique de vin, ça pourrait être un peu plus plausible. Okay. Mais généralement, tu as quand même des processus. C'est-à-dire que dans un vignoble, une fois qu'ils vont la vider, ils vont quand même soit la soufrer. Donc en fait tu vas brûler un petit peu de soufre dedans, puis tu vas refermer la bonde, donc ça te fait un milieu stérile ou en tous les cas impropre pour qu'une bactérie se développe. Ouais. Donc s'il devait y avoir une contamination, ça serait plus probable dans une barrique de vin que dans une barrique de spiritueux. Okay. Mais de manière générale, les Brettanomyces, c'est vraiment un ennemi du vigneron, sauf ceux qui vont faire des vins nature et qui recherchent éventuellement ça, mais sinon c'est quelque chose qui va apporter un goût cuiré très désagréable et quasiment comme un vin bouchonné. Donc, c'est vraiment pas ce que cherchent les vignobles. Donc, s'il y a contamination, c'est plutôt dans notre manipulation ou parce que nous, on va tout simplement faire un bouillon et puis faire reproduire en fait des bactéries dans un nombre suffisant pour qu'ensuite elles aillent travailler. Et puis, par contre, une fois que tu l'as mis là-dedans, c'est certain qu'elles peuvent rentrer dans les pores du bois. Ouais. Et même avec des processus de nettoyage, de passage à la vapeur ou quoi que ce soit, ça ne sera pas nécessairement suffisant. Tu en as quand même qui peuvent survivre et puis qui peuvent se reproduire à la prochaine, au prochain remplissage. C'est vraiment ça que je me demandais parce que je vois le baril tout fraîchement arrivé, puis la bière que tu veux faire avec une fermentation mixte, voire une deuxième fermentation, en utilisant des levures sauvages. Et moi, je pense que la levure sauvage, c'est un peu comme de la contamination, c'est juste que tu la connais un petit peu mieux. Donc, comment est-ce que tu gères ce processus-là dans lequel
d'un côté, tu as le contrôle de ce que tu as déjà fait, mais tu n'as pas vraiment le contrôle de la suite. Non, exactement. Puis c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que tu sais plus ou moins, tu vas créer des conditions pour que ces levures sauvages, ces bactéries travaillent dans des environnements qui leur conviennent en termes de température, en termes de sucre résiduel de la bière, en termes de toutes ces choses-là. Mais tu ne contrôles pas tout. C'est-à-dire que typiquement, quand on va faire un brassage, je ne sais pas, 1000 litres à peu près, ça va rentrer dans 4 barriques de 225 litres. Lorsque tu vas les goûter, parce que c'est notre processus, en fait, c'est ça, le suivi de fermentation, c'est qu'on va, nous généralement, c'est à peu près une fois par trimestre, où on va réouvrir les barriques, sortir des échantillons, prendre des mesures de pH, des mesures de sucre résiduel, puis les goûter, voir ce que ça donne. Et tu vois que pour un même brassin, pour une même préparation de barriques, tu vas avoir quand même des résultats qui peuvent légèrement varier. Tu vas avoir des barriques qui auront travaillé plus rapidement, qui auront imparti plus de goût, d'arôme, de chêne. Certaines, la bière va avoir un pH un petit peu plus bas. Donc c'est jamais quelque chose de vraiment linéaire et de constant. Donc un même brassin dans 4 mêmes barriques de la même provenance, ça va donner quand même des résultats qui peuvent varier parfois. D'une barrique à l'autre, même concept, même alcool de base, même levure, même bière, même recette. Tu te retrouves avec différents. Est-ce que des fois tu fais des assemblages à la fin? Est-ce que c'est nécessaire de faire des assemblages? Oui, c'est le but du jeu. Donc soit on va les assembler ensemble, soit des fois on va trouver qu'en fait certaines bières seront plus appropriées pour être assemblées avec d'autres bières sauvages aussi. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux assembler une bière mixte ou une bière sauvage avec une bière qui ne l'est pas du tout? Est-ce que tu joues un peu avec tout? Est-ce qu'il y a des limites dans la composition? On le fait, mais par contre, ce qu'on fait, c'est que la partie qui va être donc funky, celle qui aura eu des bactéries, cette portion-là, on va la pasteuriser. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là aussi, c'est un principe d'osmose, c'est-à-dire que une bière régulière va toujours avoir un peu plus de sucre finaux, de sucre résiduel qu'une bière sauvage, tout simplement parce que ces bactéries-là, elles sont capables d'aller découper puis consommer des sucres plus complexes, ce qu'un Saccharomyces, une levure traditionnelle, ne sera pas capable de faire. Donc si tu fais un mélange comme ça, ce que tu envoies comme signal à ces bactéries-là, c'est il y a de nouveau de la nourriture, on y repart. Ouais. C'est pas le but du jeu. Ce que tu veux, c'est prendre la signature de cette bière qui a vieilli plus longtemps qu'une bière fraîche, puis arrêter ça là. Donc en fait, cette partie-là, on va la pasteuriser, puis là, il n'y aura pas de risque à assembler. Mais moi, j'aime la IPA, comme tout le monde. Oui. J'aime un peu moins la New England IPA, comme un peu moins tout le monde. Moi, je veux une New England IPA, puis je te dis, je veux que tu mets ça dans une barrique. Oui. Toi, qu'est-ce que tu te dis? À quel bois est-ce que tu penses? À quel problème est-ce que tu penses? À quel goût est-ce que tu penses? Quelle opportunité de brassage est-ce que je viens de créer si je te donne un contrat de me faire une IPA West Coast barriquée? Ça va être quand même différent entre la West Coast puis la New England IPA. La New England IPA, par définition, c'est une bière qui va défraîchir très très rapidement. Tu peux comparer ça à une... Ah, tu peux pas la faire vieillir. Tu compares ça à une banane que tu vas peler ou un avocat que tu coupes en deux. Au bout de quelques heures, il devient brun. Puis c'est exactement ça, la New England IPA. Elle est très très sensible à l'oxydation. Toutes les bières le sont, mais elle encore plus que d'autres. Ma question était pourrie. Non, j'aurais dû te poser la question sur la stout. Elle n'est pas parce que, par exemple, on a contourné cette problématique en faisant de l'assemblage. On a une bière qui s'appelle La Racine. Donc, c'est 50% de New England IPA fraîche qu'on est allé assembler avec plusieurs barriques, avec des saisons brettes, avec des bières surettes aussi. Et donc toute cette portion un petit peu plus funky, on l'a pasteurisée. Et puis ça vient apporter une touche justement un petit peu plus boisée, un petit peu plus cuirée, un petit peu plus acidulée. Ouais. À une New England IPA qui a un sucre résiduel un petit peu plus haut, qui a les arômes traditionnels de fruits tropicaux, de salade de fruits. Et donc ça donne un mélange qui est vraiment très surprenant, très intéressant. Là, tu es en train de mélanger beaucoup d'arômes et beaucoup de continents en même temps dans une seule shop. Oui, mais tu sais, tu rajoutes une acidité que tu peux trouver tu sais, sur des zestes d'orange. Tu peux trouver de l'acidité sur un citron, sur un kumquat, sur pas mal de choses. Donc au final, ça se retrouve, ça s'équilibre quand même assez bien. Puis la New England IPA n'a pas d'amertume, elle en a très très peu. Parce que ce qui va pas très très bien ensemble, c'est l'acidité et l'amertume. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien du tout. Ouais. Donc là, par contre, la New England IPA plus de l'acidulé, ça s'équilibre quand même assez bien.
Et puis, mettons une stout. Oui. Je veux une bonne stout bien crémeuse, là, avec un bon corps d'avoine. Quel baril est-ce qu'on va chercher? Ben, ça dépend. Ce qui est encore très traditionnel, ça va être vraiment réutiliser du bourbon, du rye whisky. Ça, c'est quand même le go-to, ce que tu trouveras le plus quand tu cherches des bières noires barriquées. Qu'est-ce que ça apporte exactement, le bourbon? Ben, tout simplement, c'est la même chose que si tu sirotais un whisky avec un carreau de chocolat noir à 80% ou avec un cigare. Tu sais, tu peux aller chercher. C'est riche. Oui, mais c'est surtout l'agencement des arômes. C'est-à-dire que ton whisky va quand même aller assez bien avec le côté cuiré que tu pourrais retrouver dans un cigare, par exemple, le côté fumé. Puis par définition, les barriques de bourbon sont très brûlés à l'intérieur, donc ça matche bien. Le côté chocolaté, chocolat noir aussi, tu vas retrouver ce côté des fois un petit peu cuiré, des choses comme ça. Donc tu as comme une ligne directrice qui se rejoint. Ça, j'aime particulièrement ça. Tu me donnes une stout normale au chocolat, pas double, pas impérial, mais stout bien chocolatée, du bon chocolat noir ou alors du bon café. Tu sais, les deux sont souvent cousins par la fesse gauche. Ça, là, c'est parmi mes bières préférées du monde entier. Je pourrais boire de la Guinness à l'année. Exact. Et puis après, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe si on essaie de jouer un petit peu plus large et puis de prendre justement un stout ou un porter, puis de le mettre dans des barriques de rhum. De rhum qui vient lui de Martinique, donc c'est le rhum agricole, donc c'est-à-dire vraiment une distillation du jus de canne fermenté plutôt que de la mélasse. Question de rajouter de l'épice dans ta relation avec la barrique. Ouais, exactement. Puis ce sucre-là que tu as vraiment de canne qui sort à la fin, puis c'est vraiment très intéressant. Et puis vu qu'on a ramené pas mal de barriques justement de la distillerie du Saint-Laurent, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe quand tu mets un porteur baltique avec du gin. Puis la réponse, elle a été très intéressante. Ça a donné quelque chose qui était beaucoup sur le umami. Donc le côté un peu sauce soya. Ça, c'est drôle parce que j'entends pas beaucoup parler du côté umami dans la bière, non, que ce soit au Québec ou en Ontario ou ailleurs dans le monde. Puis très honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais probablement à quelque chose qui serait un petit peu chocolaté puis herbacé. Il y a quand même des notes un peu comme la chartreuse, tu sais, comme donc vraiment sur ce... un petit peu là, de la bière à la chartreuse. Umami, chartreuse. Et puis en fait, ça s'agence très très bien ensemble. Et puis on est très très content parce que ça nous sort un petit peu des sentiers battus. Il y en a quand même beaucoup moins sur le marché. Donc, écoute, une bière à base d'algues du Saint-Laurent qui goûte la saveur japonaise du siècle. Avec un bol de ramen, ce serait parfait au final. Tu sais, ce qui est là aussi, généralement, tu ne penses pas nécessairement à des ramen avec une bière à 10% noire. Puis en fait, ça va très très bien ensemble. Et surtout que dans du ramen, si tu manges une soupe au ramen, il y a bien de l'eau et c'est bien déshydraté qu'on consomme bien de la bière. Exactement. Cette bière-là, est-ce que vous l'avez encore en fût? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez répéter ou c'était... Oui, on va la répéter. Il y a déjà une deuxième itération dans les barriques, donc oui. Je rappelle à nos auditeurs, puisqu'on enregistre live de la brasserie, on n'a pas malheureusement de caméra. Puis à côté de nous, il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars de barils de barriques parce que j'ai pas la tête au calcul. Mais bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois que Samy parle de barils, il regarde à sa droite devant un mur qui est plein de barils, dont certains qui sont des barils justement du gin de Saint-Laurent. Mais je regarde tout ça, là, un bon baril standard, ça vaut combien? C'est très variable. C'est vraiment très très variable. Ceux qui viennent forcément des Antilles vont être un petit peu plus dispendieux. Puis ceux qui viennent des États-Unis, tout ce qui va être rhum, bourbon, ça sera plus abordable. Ouais. C'est la distance, j'imagine? Oui, puis la rareté aussi. Ouais. Et puis... mettons, donne-moi le nom du... Pas le nom, mais le baril le plus cher pour lequel tu as payé. Je pense c'est vraiment ceux de rhum, ce sont les plus dispendieux. Rhum? Oui, le rhum de Martinique. Donc, on n'en avait pas beaucoup, mais c'est peut-être aux alentours de 400-450 $ la barrique pour 200 litres. Donc, ça veut dire que ça te coûte quand même 2 pièces de bois par litre de bière. Donc, c'est ce qui explique en grande partie le fait que ces produits-là sont un petit peu plus nichés puis plus dispendieux également. Effectivement. On arrive quand même à les réutiliser. On les réutilise 2 à 3 fois maximum. Et à chaque fois, la durée se prolonge. C'est-à-dire que la première fois, vu qu'il est fraîchement vidé, le temps de contact
sera plus court. Entre 4 et 6 mois, on va avoir vraiment beaucoup d'arômes qui vont être extraits. Vu qu'une partie de toutes ces molécules aromatiques seront déjà sorties via la première brasse, lorsqu'on le remplit, on va au moins laisser 9 à 12 mois. Puis... Quand même, c'est long. Oui, absolument. Ouais. Et puis la troisième fois, ça dépend. Ça dépend pour lesquels. Les gins, typiquement, là, ils ressortent énormément d'arômes alors qu'ils n'étaient pas plus humides ou qu'il y avait pas plus de contenu dedans. C'est peut-être tout simplement le potentiel aromatique. Je ne sais pas trop. Là, c'est vraiment empirique. Là, on n'a pas vraiment la réponse à ça. Donc on y va vraiment selon, c'est ça, on goûte et puis on voit, c'est vraiment du à tâtons et puis c'est ce que la barrique nous offre et puis sinon après ça devient des barriques un petit peu plus neutres, donc on va faire des bières qui sont de fermentation un petit peu plus longue, comme des rouges des Flandres, des Oudbrun, des bières de même. Avec le temps qui passe, ton baril perd de son arôme incorporé. Oui. Puis plus le temps passe, plus ce baril-là devient neutre. Ouais, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que le baril devient dangereusement neutre? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu te dis, bon, celui-là, là, on l'a vidé de ses arômes, on va s'en débarrasser parce qu'on n'a pas, mettons, d'une contamination ou quelque chose? Oui, en fait, même quand on fait des bières de fermentation mixte, c'est ça, vu que le profil va être différent d'une barrique à l'autre, on va pas nécessairement les réutiliser, ou on va, s'il y a une barrique qui nous a plu plus que les autres, on va soutirer un petit peu la levure qui est au fond de la barrique pour la repiquer, puis la reproduire de nouveau. Et puis on va faire une sélection de même. Donc on ne se force pas nécessairement à les garder indéfiniment, au prétexte qu'il y aurait déjà des bactéries dedans et que ça serait comme un milieu propice à refaire une bière. Donc non, on ne se force pas nécessairement à garder des barriques. Puis pour tout ce qui est spiritueux, on a vraiment une approche, on considère ça comme une épice en tant que telle. Donc c'est quelque chose que tu pourras réutiliser, mais tu sais, comme ta feuille de laurier dans ta sauce, tu la retires au bout d'un moment, même si tu pourrais la réutiliser, tu t'en départis. Ouais. Donc c'est un petit peu la même chose, donc il faut le voir comme ça. Est-ce qu'il y a des erreurs des fois qu'on fait quand on se lance dans la barrique? Est-ce que vous avez eu des problèmes importants que tu veux partager aux auditeurs? Mettons des gens qui font de la bière et puis qui se lancent eux autres pour la première fois dans la barrique. Une belle leçon à ne pas répéter. Non, on n'a pas eu des grosses erreurs, mais c'est vrai que des fois, comme je te dis, sur 4-6 barriques d'un même brassin, il y en a une qui va tout simplement avoir perdu tous les arômes et qui va goûter quasiment la saumure. Donc, tu sais, vraiment le liquide où tu laisses tes olives. Oui. Donc, écoute, ça se vide et puis, tu sais, ça fait partie aussi du risque. Tu sais, on le sait, donc le taux de perte, le taux de rendement d'une bière qui est barriquée est beaucoup plus faible. Tu sais, on aura au final facilement 30 à 40% de perte. Ah oui. Quand même, tu sais, il y a ce que la donc, barrique va absorber. Donc, c'est bien. Là. Si tu veux te lancer un chai et puis te lancer dans l'univers fascinant de la barrique, tu vas avoir des pertes. Puis ça va te coûter cher dans il y a ce qu'on appelle la part des anges. Donc, tu sais que tu vas toujours en perdre un petit peu. Il y aura à peu près 5 à 10% du contenu qui va s'évaporer au fil du temps. Comment tu appelles ça, la part des anges? Oui, exactement. Ça, c'est une expression... C'est la commission de la nature. Oui. Oui, parce qu'au final, le bois, même s'il est étanche, il y a quand même un échange. Donc, tu auras ton alcool qui va s'évaporer un petit peu. Et puis, oui, il y a une perte. On le voit même au bout de 6 mois, 1 an. Donc, après, ce que tu peux faire, si c'est des bières que tu veux garder plusieurs années, tu peux toujours récompenser avec un petit peu de bière fraîche. Nous, on ne le fait pas nécessairement. Après, forcément, tu auras toujours la levure qui va tomber au fond de la barrique, donc là aussi tu vas en perdre un tout petit peu. Puis tu as le transfert de nouveau vers des cuves pour ensuite embouteiller. Donc l'un dans l'autre, c'est ça, tu peux arriver des fois à 30-40% de perte. Donc, je comprends. Quand tu dis qu'à 30-40%, tu parles du processus au complet, finalement. Oui, exactement. La barrique ajoute une bonne proportion à ça, mais c'est déjà une bonne proportion à la base. Ça me fait penser, vous, là, la barrique, ça représente quoi comme inventaire ou comme pourcentage de vente, si on veut? En fait, c'est peut-être plus facile de voir pourcentage de volume de bière. Je me pose pas tant la question que ça. On doit avoir à peu près une 50aine de barriques, mais tu sais, vu qu'elles sont destinées à des bières différentes qui vont s'affiner sur des périodes complètement différentes, c'est un petit peu difficile
de tenir un chiffre parce que c'est toujours en mouvement. Ce qui est certain, c'est que c'est une bière de spécialité dans un marché de spécialité, puisque la bière de microbrasserie, par définition, ça l'est un petit peu. Au Québec, je pense que c'est 12%, entre 10 et 12%. Ça se à l'heure actuelle, possible. J'entendais aux alentours de 15%, mais il n'y a pas des chiffres vraiment fixes. Si c'est ton chiffre, c'est encore mieux. Mais on doit être quelque part là-dedans. Et puis après, la bière de vraiment vieillie, c'est encore... ça parle pas à tout le monde non plus. Hein. Mais ça me fait penser, Samy, toi, là, t'es retourné en France, ou en tout cas, tu t'es retrouvé en France à La Rochelle pour faire tes études en brassage. Est-ce que là-bas, en France, tu as trouvé beaucoup de monde qui s'intéressait à la barrique? La formation que j'ai faite, c'était ma formation initiale brassicole. Je l'ai faite en 2016. Et dans ce temps-là, j'avais cherché d'abord une formation ici au Canada, puis j'avais juste trouvé celle à Niagara Falls, mais qui est l'équivalent d'une maîtrise sur 2 ans. Ce que je trouvais un petit peu long parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur le projet, puis de faire naître la brasserie. Et le cégep de Jonquière, qui est à l'heure actuelle la référence un petit peu au Québec, et qui a une formation brassicole, n'existait pas, ou en tous les cas, je n'avais pas réussi à la trouver si elle avait démarré en 2016. Donc oui, j'ai été accepté dans un mini-programme à l'Université de La Rochelle. C'est la faculté des sciences, en fait, qui fait ça. Et ils ont vraiment ils ont une brasserie de quand même 10 hectolitres, donc des brassins de 1000 litres. C'était une formation accélérée sur un mois avec tous les aspects techniques de microbiologie, de biochimie, puis de vraiment gestion de production. Donc ça a été vraiment intéressant. C'était vraiment le grand saut entre être brasseur amateur puis maîtriser déjà pas mal de choses, puis vraiment formaliser ça. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant. Maintenant, barrique, 2016, je pense que le monde de la bière de microbrasserie a démarré beaucoup plus tôt au Québec. Donc il y avait quand même déjà beaucoup plus de monde formé et puis avancé sur la création, sur essayer des choses, notamment dans le barriquet. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait assez surpris en 2016, c'est que La Rochelle, c'est peut-être une petite centaine de kilomètres au nord de Cognac. Et puis il y avait très peu de brasseries qui travaillaient les fûts, alors que la France, c'est quand même un pays assez prolifique là-dessus, que ce soit pour les Calvados, les Armagnacs, les cognacs, les vins, puis tous les autres spiritueux là, qui ne me viendraient pas en tête et puis qui sont affinés en fût. Donc c'était quand même assez surprenant, mais je te dirais que maintenant, quand je regarde, le retard s'est vraiment rattrapé. Puis, on est rendu peut-être au-dessus de 2000 brasseries en France. Je pense que c'est le double, je pense que c'est 4000. 4000. Mais après, c'est très très vaste, 4000. C'est-à-dire que ça peut partir du petit projet brassicole d'un agriculteur céréalier qui va à l'automne, le temps de l'hiver, faire ses bières, à vraiment des brasseries qui ont vraiment pignon sur rue et puis qui sont quand même très très grosses. Donc c'est très 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 vaste. C'est difficile de rentrer dans un même modèle ou un modèle un peu plus proche que ce qu'on aurait au Québec. Les 300 brasseries, elles vont quand même se ressembler beaucoup. Alors que là-bas, ça peut être vraiment quelqu'un qui est sur sa ferme et qui fait ça pour un revenu d'appoint, si tu veux. Oui, je comprends. Tu as plus de microbrasseries, mais en même temps, tu as plus de réalité derrière ces microbrasseries-là. Puis... justement, là, je préparais un article sur l'agriculture en France. Je réalise à quel point le secteur de la filière de l'agriculture, comme on dit en France, est dans la merde à plusieurs égards. On parle de 5000 fermes qui ferment par année. On parle du tiers des paysans français qui gagnent moins du salaire minimum, moins de 350 € par mois. On peut voir que être créatif puis faire quelque chose d'autre avec la céréale peut-être être une bonne idée. Ah, probablement, mais ça, c'est une énorme tangente. Ah, ouais. Mais revenons un peu à Gallicus. On sait que tu es passé par La Rochelle. On sait que tu es tombé dans la barrique. Le projet de Gallicus, c'est né d'où? Pourquoi Gallicus? Qu'est-ce que Gallicus? Parle-nous de la brasserie. Le nom en tant que tel, ça veut dire tout simplement gaulois en latin. Donc dans les tout premiers jours du projet Gallicus, j'avais un partenaire qui était d'origine belge. Donc le nom, c'était essayer de trouver quelque chose qui allait trianguler entre lui, la Gaule belge, tu sais, la Gaule celtique de France, puis le Québec, et puis les racines francophones, et puis le fait de... Parce qu'on résiste à l'occupant, là, clairement. Exactement, le petit village...
qui résiste à l'anglophonie. Et votre cervoise est notre potion magique, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Donc c'était un petit clin d'œil comme ça. Et puis quand lui a décidé tout simplement d'accepter d'autres postes ailleurs, ce qui est tout à fait correct, tu sais, j'avais pas nécessairement le goût de repartir de nouveau et retrouver un nom. Ça, c'est quelque chose qui me tient. J'aime créer de la bière, mais trouver même un nom de bière, c'est quelque chose qui m'ennuie à mourir, là. Titrer, c'est un art. Et c'est pas donné à tout le monde. Et Dieu sait que c'est complexe. Ouais, exactement. Gallicus a une nobilité toute latine qui vient avec aussi. Ça finit par US. Tu te dis que c'est probablement un nom latin. Ouais. Donc déjà ça vous donne 2 points dans l'univers du pointage. Mais en plus, vous faites de la bonne bière. Toi, tu brassais à la maison. Ça faisait longtemps que tu étais dans la bière. En fait, je pense que tu étais à Gatineau depuis quoi, 7-8 ans? Ça en fait 12. 12? OK. Oui. Donc, peu importe ce que je dis, rajoutez 5 ans, puis en général, vous allez avoir raison. Puis, ça faisait déjà un bon moment là, que tu brassais à la maison. Oui. Oui, ça faisait quoi 5 ans probablement. Puis c'était vraiment l'envie de changer. Donc, ça ressemble un petit peu au schéma classique que tu as pu entendre. C'est-à-dire, moi, je travaillais en gestion de projet informatique avant, puis le salaire était confortable, mais l'ennui était là, et l'ennui ne s'en allait pas. Et puis j'avais l'impression d'utiliser de moins en moins ce que j'avais appris à l'université. Puis j'avais le goût, c'est ça, de réunir ça. Et puis j'aimais faire de la bière comme on peut aimer cuisiner. Puis c'était un peu, je pense, un retour aux sources pour toi? Un renouveau? Sur quel aspect Sur l'aspect stimulation de tes intérêts intellectuels. Oui. Ou plutôt stimulation par tes intérêts intellectuels. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et puis créer quelque chose, c'est ça. Où justement, les possibilités sont sans fin. Et puis apporter quelque chose de plus. Puis moi, l'aspect terroir, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Puis quand on repart dans les années 2015-16, l'aspect terroir en Outaouais ou même dans le Grand Ottawa, c'était quand même très limité. Donc il y avait aussi cet intérêt-là d'être un petit contributeur à ma manière aussi, là. Ton projet débute en quelle année, rappelle-moi? Vraiment, en fait, c'est fin 2014, mais après, il y a eu pas mal de changements au niveau personnel, de prendre le temps un petit peu. Et puis au final, je pense que j'ai été un petit peu optimiste de penser que ça pouvait se monter en 1 an et demi, 2 ans. Et puis, c'était sans compter le spectaculaire temps de décision que prend la ville de Gatineau pour accorder des permis. Il y a un peu ça, mais ça n'a pas été si pire. Ça a pris, à partir du moment où j'ai eu le local, c'était une grosse année pour que ça se fasse. Donc ça aurait peut-être pu être peut-être un tout petit peu plus rapide, mais ça aurait été peut-être... Tu te rends compte que pour toi, pas si pire, c'est 12 mois. Oui, non, c'est ça, mais il faut prendre en compte qu'en arrière, il y a aussi la régie des alcools. Donc il y avait pas mal d'inspections. On est quand même, par rapport à d'autres types de corps de métier, on a quand même beaucoup de contraintes aussi. Donc tout prend un petit peu plus de temps. Puis c'était aussi le temps de la construction, le temps de trouver le matériel, le temps de tout ça. Évidemment. Puis j'avais un emploi à temps plein à ce moment-là aussi. Tu étais encore dans l'informatique? À ce temps-là, j'étais à l'Université d'Ottawa. Donc j'avais trouvé un autre emploi qui était stable et qui donne un bon profil au niveau des banques. C'était stable, puis à un moment donné, tu as fait le saut. Puis là, tu as ouvert Gallicus. Oui. Depuis ce temps-là, vous vous êtes fait une belle réputation, mais je dois remarquer que vous êtes un petit peu caché. Vous êtes en dehors des sentiers les plus courus, si on veut. Oui, bien ça, si on veut faire une critique à Gatineau, c'est que c'est quand même une ville qui est très résidentielle et où trouver des lieux qui ont pignon sur rue et qui sont proches d'habitations, c'est quand même beaucoup plus compliqué que dans des villes comme Québec ou Montréal. Donc, c'était ça, c'était le ballon, là, choisir entre le loyer qui est possible, puis des contraintes aussi, parce que tu sais, au niveau urbanisme, on est considéré comme de l'industriel léger, donc tu peux pas être n'importe où, c'est pas tout à fait du commercial, donc c'est ça, ça veut dire qu'on peut pas s'implanter n'importe où. Hein. Je trouve ça très drôle que tu dises industriel léger quand je regarde autour de moi puis que je vois des gros barils de bois partout. Oui, non, c'est ça. Après, c'est la problématique. Tu rentres dans des cases et puis les personnes à la ville ne font que appliquer des règles et puis c'est là où tout bloque et puis c'est là où c'est très compliqué. Il n'y a pas de place dans les formulaires pour les barriques importées des États-Unis? Peut-être qu'il y avait des dérogations, je ne sais pas trop, mais ça aurait pris peut-être des mois ou des années. Puis au bout d'un moment, j'avais le goût aussi que les choses arrivent à leur terme et puis qu'on se lance. Donc c'est une question de compromis. Ouais.
Et au final, ben, c'est quand même bien. Les coûts sont mieux maîtrisés d'eux-mêmes. Et puis, oui, dans le futur, si on peut peut-être avoir une salle de dégustation ailleurs, avoir un autre projet, mais c'est très différent aussi. Après, là, tu rentres dans de la restauration, tu rentres dans quelque chose qui est complètement différent, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, Les coûts augmentent, les risques augmentent. Puis ça nous oui, amène puis le type de directement métier est tout à fait différent aussi. Ouais. le nombre d'employés, le nombre de métiers, le nombre Ouais. de risques. Écoute, je pense au Brasseur du Temps, première microbrasserie de la région de l'Outaouais, ouvert en 2009, qui ont fermé leurs portes. Les Brasseurs du Temps, c'était un peu une anomalie parce qu'ils n'étaient pas juste une microbrasserie, ils étaient un musée, Oui. ils étaient un bâtiment historique, ils étaient une terrasse exceptionnelle, direct à côté du ruisseau de la brasserie, Oui. une autre brasserie d'un autre temps, mais la première de l'histoire de la région. Bref, il y avait beaucoup de volume, il y avait beaucoup d'histoire, Oui. il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait aussi beaucoup de monde, étrangement, au Brasseur du Temps, et ils sont fermés il y a maintenant à peu près 4 mois, puisqu'on Oui. est en janvier. Ils sont fermés en octobre 2023. Ce qu'on dit dans la presse et aussi sur le Tannenbière, c'est que c'est un marché de plus en plus serré. On joue de plus en plus du coude du côté des brasseries. Moi, j'étais au congrès des microbrasseries, au congrès de l'Association des microbrasseries en novembre. Par contre, non, c'était à la fin d'octobre. Bref, le portrait était mitigé. Il y avait beaucoup d'optimistes pour les brasseurs, puis en même temps, il y avait beaucoup de gens qui me disaient un peu hors caméra, si on veut, ben c'est sûr qu'il y a trop de microbrasseries au Québec. Toi, t'en penses quoi? Ben, il y a plus d'enjeux que dans les dernières années, c'est certain. Mhm. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que les habitudes de consommation changent un petit peu aussi. Oui, il y a eu un nombre vraiment croissant de microbrasseries. Probablement que la consommation n'a pas suivi, ou la progression de la consommation par rapport à la progression du nombre de brasseries n'a pas suivi non plus. Est-ce qu'il y a trop de microbrasseries? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Nous, entre le moment où on a ouvert en début 2019 et aujourd'hui, oui, il y a une centaine de permis qui ont été émis de plus, mais... Mhm. Et il y a quoi, à peu près 350 brasseries. Donc si tu veux retourner à la situation de 2019, il faudrait que 100 brasseries disparaissent. Tu sais, quand un tiers de ta population Oui, brassicole disparaît, c'est pas juste Mais c'est une sélection naturelle. Là, ça devient une crise. Donc je pense pas que Oui. ce soit la solution non plus. Donc c'est probablement quelles sont les attentes de chacune de ces brasseries. Il y a plus grand place pour devenir un nouveau trou du diable et puis faire des volumes qui te sortent quasiment du champ de la microbrasserie en tant que telle. Je pense qu'il reste encore pas mal de place pour du projet plus local. Mhm. Nous, on le voit dans les ventes où le local a pris plus de place et puis le hors-région devient quand même un plus gros enjeu. Le marché se structure différemment. Donc, Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par le hors-région? Le hors-Outaouais. Donc, en fait, quand tu regardes tes ventes, si tu devais les couper entre ce que tu as vendu dans l'Outaouais et hors de l'Outaouais... Okay, tu parles pour vos ventes à vous, à Pour nos Gallicus, ventes vous à nous, réalisez ouais, qu'en ouais, dehors de exactement. l'Outaouais, vous vendez plus maintenant? Moins. Moins? OK. Ouais. Ça va dans l'autre sens. Exactement, dans l'autre sens, ce qui est une bonne chose aussi, parce qu'au final, moi, j'aime beaucoup cette approche beaucoup plus locale. Mhm. Puis c'est quand même une tendance de fond qui avait été annoncée, puis qui commence à se vérifier. Donc oui, c'est certain que c'est un plus gros enjeu de travailler avec les clients qu'on avait historiquement hors de la région ou dans des lieux comme Québec, tu sais, qui ont vu énormément de brasseries exploser et apparaître dans les dernières années. Ouais. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de rester pertinent ou de se distinguer dès qu'il y a de plus en plus de joueurs. Tu sais. Donc oui, c'est un enjeu pour ça. Moi, je trouve que, puis je risque de complètement me tromper, à Gatineau, ça bouge pas beaucoup les microbrasseries. On a, je pense, entre 7 et 8 microbrasseries. En même temps, Montréal, la ville de Montréal, c'est à peu près 37 microbrasseries, peut-être plus aujourd'hui. Québec, c'est une vingtaine de microbrasseries. À Gatineau, on n'en a pas tant que ça. Toi, je sais que quand vous avez fondé Gallicus, toi, tu disais un peu, il manque un peu de microbrasseries, ce serait cool de faire de quoi d'ici qui soit local. Oui. Aujourd'hui, pas à Gallicus, mais à Gatineau, ou en tout cas dans l'Outaouais, Oui. est-ce que tu sens qu'on joue des coudes un petit peu pour aller chercher des clients? Je pense pas tant que ça, parce que l'intérêt pour l'intérêt des clients locaux pour les bières de micro locales grossit, donc peut-être que... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, vraiment, oui, Ah oui. absolument. Donc
peut-être qu'on prend la place de d'autres brasseries qui avaient travaillé l'Outaouais comme du monde. Je pense quand même qu'on atteint une masse critique. Tu sais, on est quoi à peu près 8 brasseries pour 250 000, 300 000 personnes. Tu sais, je pense que c'est bien. Puis là-dessus, sur 300 000 personnes, qui est réellement buveur de bière, même occasionnel, c'est une population beaucoup plus petite que ça. Ça serait difficile de dire qu'il y a trop de microbrasseries dans l'Outaouais avec ce chiffre-là, avec ce ratio-là. Non, mais c'est un bon ratio, je pense. Ouais. Après, confortable. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu gardes en tête que, tu sais, on est peut-être une région moins touristique que d'autres. L'Estrie, typiquement, tu sais, à la route des vins, il y a la route des bières. Je pense qu'ils sont à peu près à 35 brasseries. Ah oui, c'est occupé l'Estrie, là. Pour une population petites qui est pas localités énorme. de rien ont des microbrasseries extraordinaires qui font de la bière spectaculaire. Je pense juste à... Sutton, tu peux mentionner. Tu sais, il y a 2 petites brasseries qui se font quasiment face à face dans un village de 3000 personnes. Tu sais, je pense que c'est là où tu as le ratio le plus gros au Québec. Mais il y a énormément de tourisme, que ce soit des États-Unis, que ce soit de Montréal. Donc, ça brasse une population touristique et qui va être amenée à justement aller s'asseoir dans une brasserie puis consommer. Ce qui sera différent de nous, où il y a un petit peu moins de touristes. Et dans ce cas-là, notre population sera plutôt le consommateur quotidien ou quelqu'un qui va sortir le vendredi faire un 5 à 7. Donc, ça change un petit peu la donne. Mais là, ça me fait penser, parce que tu es en train de connecter des neurones dans mon cerveau avec tout ça. Le 5e baron, qui est votre voisin à Elmer, publiait ses chiffres de production, faisait des beaux petits bilans sur Instagram, comparait la production des New England IPA dans les 5 dernières années. On constate une baisse de la vente de la New England IPA. Toi, là, qu'est-ce que tu trouves que, en tant que brasseur, les gens vont vouloir boire en 2024? En fait, leur bilan, on fait à peu près le même. Tu sais, on le voit aussi là, que New England IPA, ça descend. OK. Pour probablement plusieurs raisons. Je pense qu'il y a une certaine lassitude au niveau des New England IPA. Il y a des grosses brasseries, que ce soit Bas-Canada ou Messorem, qui se spécialisent là-dedans, puis qui ont un très, très gros nom là-dedans. Donc, je pense que quand le monde, sur des tablettes, peuvent faire un choix, ils vont aller vers celui qui a la plus grosse aura là-dedans. Bas-Canada, ils sont number one en province là, pour absolument. la IPA. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui change un petit peu dans le marché. Le monde va vers des valeurs sûres, plutôt que la découverte, comme ça pouvait l'être il y a encore peut-être 2-3 ans. Vous, qu'est-ce que vous trouvez ici à Gallicus qui coûte le plus cher? Est-ce que tu trouves... En fait, non, je vais te poser la question différemment. Est-ce que tu trouves que l'augmentation du prix des ressources a un impact très négatif sur votre production? Forcément un petit peu, parce que nous, on s'engage aussi un petit peu comme les restaurateurs, en fait, à encaisser une bonne partie de l'augmentation. Donc, tu sais, on n'a pas augmenté nos prix, le prix de nos bières depuis qu'on fait de la canette, depuis 2020. Donc, forcément, ça a un impact. Donc, toi, tu acceptes de prendre sur toi ces pertes. Ce coût-là, tu l'absorbes. Oui, parce que on est quand même dans une période qui est dictée par de l'inflation, puis de la grosse inflation. Mm-hmm. On produit un bien qui n'est pas un bien de première nécessité, mais un bien de confort. C'est pas un bien de luxe non plus, mais c'est un bien de confort. Donc, tiens, on a commencé à voir le monde qui, au lieu d'acheter un 4-pack, va se réduire à 2 canettes, puis ainsi de suite. Puis, quand tu écoutes le monde un petit peu, il commence à y avoir un prix psychologique de 5,99 la canette. Au-dessus de ça, le monde va tout simplement tourner le dos, ou si c'est une très grosse brasserie IP ou un produit qui est très rare, ils vont peut-être y aller. 5,99, c'est le nouveau seuil mental? Je l'entends de plus en plus. Moi, c'était déjà un objectif que je m'étais fixé, donc ça vient matcher ce que... Ça te prouve que tu avais raison. Oui, ou en tous les cas, essayer de rester vraiment à l'écoute du marché et de pas le dépasser. Donc oui, forcément, il faut trouver d'autres solutions. Mais nous, les houblons, on avait déjà signé des contrats depuis longtemps, donc les prix étaient déjà fixes de ce point de vue-là, donc c'est pas si mal. On travaille avec une houblonnière locale aussi, puis veut pas, c'est vraiment intéressant. Donc ça nous permet d'avoir aussi beaucoup de flexibilité, de sauver un peu sur les coûts de transport, les choses de même. Ah oui. Et puis, on a commencé depuis une couple de mois à travailler avec une malterie locale aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a coupé aussi sur le transport. Les prix sont plus intéressants.
Parce que oui, le monde qui brasse avec des maltes qui sont européens, ben, les prix ont énormément augmenté. Puis certains sacs de maltes de spécialité ont quasiment doublé depuis qu'on a ouvert la brasserie. Ouais, donc c'est quand même compliqué. Ouais. C'est ce que tu me disais plus tôt, que votre objectif de départ avec Gallicus, c'était de pouvoir présenter une option locale, de faire du terroir. Oui. Et puis là, tu me parles d'une malterie locale et de houblon local. Moi, je pense à la houblonnière Lupuline. Oui, c'est d'elle que je parlais, ouais, exactement. Ouais. Et ma grande question, c'est est-ce que le houblon québécois est compétitif? Je dis ça parce qu'en Californie, où est-ce qu'on prépare peut-être plus que 50% de tous les houblons des États-Unis, on fait tellement de la quantité que je me dis que nécessairement, il y a des économies d'échelle à acheter en grande quantité. Est-ce que le Québec est capable de compétitionner avec l'offre américaine? Quand même. Faudrait que je ressorte vraiment les listes de prix. Pour ce qui va être des houblons de très grands accès, comme des cascades, des choses comme ça, ben oui, les Américains seront forcément beaucoup plus bas. Mais pour d'autres houblons, ça reste quand même très intéressant. Puis tu sais, il y a quand même des houblons qui sont très hypés. Toute la recherche au niveau des nouvelles variétés de houblons dans les, mettons, 30 dernières années a été beaucoup plus privée. Avant ça, c'était souvent des universités qui faisaient ça. Donc, les houblons ont des brevets, donc des monopoles de production et de vente. Donc, les prix ne sont pas si bas que ça non plus. Un Citra, c'est quand même dispendieux. Un Nelson Sauvin de l'hémisphère sud, c'est aussi dispendieux. Parce donc, que tout ça, c'est protégé par la loi de la propriété intellectuelle, ce qui veut exactement. dire que c'est pas n'importe qui peut le vendre. Donc, c'est littéralement des monopoles. Oui, exactement. Tu penses pas à ça quand tu penses à te créer ta propre bière vers son domicile et que tu veux juste acheter du Citra. Ce que tu sais pas, c'est qu'il y a un Citra. Voilà, c'est ça que tu as acheté. Ouais. Ben, un Citra, il y a beaucoup de producteurs dans une toute petite région avec, qui sont sous la coupe du brevet. Et puis, c'est ça. Tu ne pourras pas le trouver ailleurs que dans le nord-ouest des États-Unis. J'avais cru comprendre que le Cascade au Québec, ça poussait très bien en tant que houblon. Oui, ben nous on utilise celui de la lupuline, puis on aime vraiment ça là, tu sais, les citronnés à souhait, c'est vraiment agréable, puis ça nous permet en fait de faire des bières qui sont plus locales, puis c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, tu sais, tout a poussé dans un rayon de 150 km maximum. Est-ce que vous avez des bières pour lesquelles 100% des ingrédients sont à moins de 150 km? Oui, parce que la malterie, en fait, elle est à Arn Prairie, donc c'est côté ontarien, mais même à ça, c'est une quarantaine de minutes de route. Donc oui, pour certaines bières, surtout des bières pâles, en fait, ce qui nous manque, c'est les maltes de spécialité un petit peu plus foncés, un petit peu plus noirs. Ça, généralement, on en produit un petit peu moins au Québec, donc ils viennent encore des fois du Royaume-Uni, mais sinon, pour le reste, on essaye de faire de même, Et puis, on est en 2024, on est en janvier 2024. J'ai oublié de te souhaiter la bonne année, donc je m'excuse, je te souhaite une bonne année. Puis je te souhaite à toi et à Gallicus une bonne année. Ma grande question, c'est pour 2024 et 2025, c'est quoi les grands projets de Gallicus? Bonne question. C'est de se reprendre un petit peu plus en main au niveau de la salle de dégustation. Ça a été très long post-pandémie de pouvoir la réouvrir pour des raisons avec la ville de Gatineau. Cette fois-ci, ça a été très long là. Donc l'idée, ça va être de faire des partenariats avec des restaurateurs locaux et puis de réouvrir et d'avoir des options de même, puis faire un petit peu de culturel ou un petit peu d'événementiel à la brasserie. Au niveau des bières, je pense qu'on va réduire un petit peu. On va continuer de la création parce que ça marche aussi à la nouveauté, mais on arrive à avoir des produits maintenant qui deviennent comme des produits clés, des produits phares. Tu sais, c'était pas juste tombé dans c'est devenu un classique, mais ça devient un classique dans le bon sens du terme. Justement, grâce au local. Parce qu'en travaillant de plus en plus avec des bars, ils veulent avoir un produit qui va être quand même assez constant. Parce qu'on a du monde qui connaissent bien nos bières et puis qui ont envie de reboire la même bière parce qu'on ne s'adresse pas nécessairement aux mêmes personnes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de s'étendre parmi le monsieur et madame tout le monde. Je pense que dans les dernières années de la bière, on les a peut-être délaissés, pas nous, Gallicus, mais le monde de la bière de microbrasserie. Il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de recherches, d'être vu sur les réseaux sociaux, et puis on l'a tous fait, t'sais. Mais on a laissé de côté le monde qui aurait été intéressé potentiellement à découvrir un petit peu les bières de microbrasserie et à qui ça pouvait faire peur, être un petit peu intimidant.
Donc refaire des bières, plus des lagers, des grosses bières de soif, des blondes, même des bières un petit peu ambrées. Tu sais, c'était encore très risible il n'y a pas longtemps de faire une rousse. Puis écoute, je m'en fais demander comme pas possible depuis la fin de l'été. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus cherché. Les styles anglais, qui là aussi étaient complètement sous un pouce de poussière, deviennent de plus en plus prisés. Donc je pense qu'on retourne vers des bières à un taux d'alcool un peu plus faible. Puis ça, c'est très bien pour nous parce qu'on avait ouvert la brasserie sur justement que des bières à 5% et en dessous. Donc on y revient mécaniquement et puis c'est une belle zone de confort et puis il y a de très très bonnes choses à faire dans ces taux d'alcool-là. Et donc on va jouer là-dessus et puis c'est ça. C'est une invitation à la modération dans un climat de diversité pour ce que les gens de 2024 veulent vraiment boire. Ouais. Et là, effectivement, c'est un clin d'œil à notre discussion un petit peu plus tôt sur la IPA. Samy, un gros merci d'avoir pris le temps d'une bière avec nous pour nous expliquer les plaisirs de la barrique et surtout pour avoir été un humain vraiment le fun avec qui jaser pour littéralement le temps d'une bière. Ah ben merci beaucoup. Un gros merci pour ceux qui se sont rendus jusque-là, qui ont traversé la nuit avec nous, qui aiment aussi le houblon. Abonnez-vous au temps d'une bière, devenez nos amis, écrivez-nous, posez-nous des questions, suggérez-nous des articles. On n'est pas sorteux, puis on aime jaser. Bref, un gros merci, puis soyez sages. C'est le temps d'une bière avec PO. La la la.